Bien, bonjour à tous. Alors, je vais entamer cet atelier donc sur le thème du numérique. Je vais partager mon écran. Normalement, ça doit être bon. Voilà. Donc, vous devez voir mon écran. OK, j'attaque. Alors, le thème de cet atelier, c'est travailler dans un environnement professionnel toujours plus numérisé. Êtes-vous vraiment prêt? L'idée de cet atelier, c'est de vous donner un état des lieux un petit peu de l'environnement de travail professionnel numérique en 2021, sachant qu'en 2020, on a eu beaucoup de choses qui ont évolué, entre autres à cause du Covid-19, vous vous en serez rendu compte, et que le numérique était déjà très, très présent dans l'univers de travail quotidien, a encore accéléré et a encore pris une place de plus en plus importante. Donc, maîtriser les outils numériques de travail, maîtriser ce qu'on appelle la digital workplace, c'est devenu indispensable, quel que soit le type d'activité que l'on veut effectuer, que l'on soit à son compte, qu'on veuille donner du conseil, que l'on veuille intégrer un poste en entreprise. Aujourd'hui, c'est un facteur critique pour les entreprises quand elles cherchent des employés, puisqu'elles savent qu'aujourd'hui, les gens qui vont travailler dans l'entreprise vont devoir intégrer et faire leur prise de poste la plupart du temps à distance, ou en tout cas avec des équipes éclatées, dispersées à droite, à gauche, et qui vont devoir absolument travailler à travers des écrans, à travers échanger, travailler à travers des écrans, à travers des outils numériques qui deviennent complètement incontournables. Donc, c'est dans ce contexte qu'on est aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on en voit le bout de la transformation numérique? Pas vraiment. On n'est encore qu'au début et on a encore une grosse marge de progression. On n'est même pas encore au début de la maturité. Dans nos usages, dans les outils que l'on utilise, dans les méthodologies de travail, et ça c'est très important que l'on utilise, aujourd'hui on n'est pas encore complètement adapté à ces outils-là. Chaque année, il y a des nouvelles applications, des nouveaux modes de travail, des nouvelles méthodologies qui émergent. On n'a pas encore trouvé, on n'est pas encore sur une consolidation de ces méthodes de travail. Donc, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on est loin d'en avoir vu le bout. Alors, d'en voir le bout. Déjà, rien qu'en 2020, je dirais qu'on a presque autant progressé que ces 10 dernières années en termes d'utilisation du numérique dans le contexte professionnel. Et on peut imaginer que les prochaines années vont être encore un levier d'évolution encore plus rapide avec tout ce qui se prépare. Quand on suit un peu l'actualité des technos, l'actualité du numérique, on se rend bien compte qu'on est loin d'en voir le bout. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais c'est un constat. Donc, si vous n'avez pas commencé déjà à vous adapter à ça, vous allez devoir vous raccrocher absolument au wagon parce que les gens qui ne sont pas dans le train vont être vont vraiment rester sur place au niveau professionnel. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de casser les résistances qu'on pourrait avoir vis-à-vis des outils numériques. Cependant, ce n'est pas la panacée non plus. Le constat que l'on fait, c'est que le numérique, c'est un générateur de stress au travail, de douleur au travail, mais qu'il est plus indispensable que jamais. On a une accélération donc, en 2020 avec l'effet Covid, ça c'est incontestable. Et on se rend bien compte qu'il y a une vraie fracture numérique qui apparaît dans la société. Alors, ce sont des chiffres pour l'ensemble de la société, mais on peut retrouver des choses qui sont un peu similaires dans le cadre professionnel avec différents types de professions. Globalement, on a des utilisateurs, des gens qui se sentent exclus, mis sur le côté, et qui sont obligés de renoncer à faire certaines actions professionnelles ou personnelles parce qu'ils n'ont pas d'aisance avec les outils numériques. Donc ça, c'est vraiment un point qui peut être qu'il est important d'intégrer.
Alors, c'est important de l'intégrer parce que ça veut dire aussi que vous serez amené à travailler avec des gens qui ne sont pas forcément, même si vous êtes plutôt à l'aise avec le numérique, vous serez forcément amené à un moment ou à un autre à travailler avec des gens qui le sont beaucoup moins. Donc, il faudra être capable d'accepter, de comprendre et d'évaluer où ils en sont en fait dans leur intégration de cet univers de travail numérique et leur niveau de maîtrise, être capable de l'évaluer et d'évaluer cette cohérence par rapport aux autres personnes avec lesquelles vous travaillez. On constate aussi que 80% des projets de transformation numérique échouent à cause du manque de formation et de culture numérique des opérationnels. Le gros échec de la transformation numérique dans l'entreprise, c'est qu'en général, on a ce genre d'approche, une approche top-down. La direction décide d'un projet de numérisation, installation d'un ERP, mise en place d'un CRM, mise en place d'espaces numériques de travail, mise en place de réseaux sociaux professionnels internes à l'entreprise, hein, sans avoir dressé les usages qui peuvent en être faits et comment les gens travaillent actuellement dans l'entreprise. Et sans avoir mis d'argent ni d'effort dans la formation et l'intégration de ces outils dans les processus de travail quotidien des collaborateurs. Ce qui marche beaucoup mieux, donc ça, échec. Ce qui marche beaucoup mieux, c'est quand on arrive à faire les deux. Évidemment, on a besoin de la direction qui insuffle des grands projets stratégiques pour structurer la numérisation des entreprises et des organisations. Mais on a aussi besoin absolument d'une formation et d'un accompagnement des collaborateurs vers l'acculturation numérique et vers la maîtrise des outils numériques. Et ça, malheureusement, on l'a encore assez peu en France parce qu'on se dit on va investir beaucoup d'argent dans des gros outils, des cabinets de conseil qui vont venir nous accompagner, mais on n'investit pas notre argent dans les collaborateurs et dans la formation. Et c'est bien dommage parce que c'est là que réside l'échec ou le succès d'une transformation numérique. Petit chiffre qui fait peur, c'est pour vous donner aussi un aperçu de ce que c'est que l'augmentation de la numérisation de nos espaces de travail. C'est le monde des applications professionnelles pour le marketing. Alors, ça touche qu'un aspect en fait du monde professionnel, hein, c'est qu'un secteur d'activité particulier, mais on se rend bien compte que dans ce secteur-là, on a une explosion de tous les outils numériques qui existent. On est passé de 150 outils, plateformes qui existaient à peu près en 2011 pour faire du marketing à travers les canaux digitaux, à aujourd'hui plus de 7000 applications. C'est encore un chiffre de 2019. On peut imaginer en 2020, même de début 2021, que ce chiffre est encore plus élevé. Donc, on est plus de fois 60 en termes de nombre d'applications disponibles sur le marché. Donc, il est quand même c'est assez impressionnant, cette accélération. Et on voit bien qu'il est nécessaire de se former et de faire une veille permanente pour ne pas rester sur le côté de cette évolution de l'univers numérique. Il y a ceux qui adoptent, qui savent utiliser, qui apprennent, qui testent, et il y a les autres. Et les autres, évidemment, ils souffrent de plus en plus. La culture numérique devient un incontournable. De plus en plus d'entreprises l'évaluent à l'embauche. Ça aussi, c'est vrai, vous avez des tests, des certifications qui existent de plus en plus dans les processus de recrutement. Petit à petit, vous avez des certifications qui sont l'équivalent des certifications en langue, mais pour le numérique, type donc TOEFL, TOEIC en langue. Vous avez par exemple la certification Digit pour le numérique qui va certifier d'un niveau de maîtrise du numérique et de la culture numérique et des environnements numériques. Ce genre de certification va devenir de plus en plus précieuse en termes d'évaluation des capacités des collaborateurs à maîtriser leur environnement de travail numérisé. Si vous vous posez des questions sur votre maîtrise du numérique, parmi tous ces termes-là, posez-vous la question lesquels vous savez exactement ce que ça veut dire et dans quelle catégorie vous allez les relier. ERP, AWS, IaaS, NFC, Big Data. Je vois qu'il y a quelqu'un qui pose la question sur le vocabulaire numérique. Ça, c'est du vocabulaire numérique, on va dire, assez courant. Et si aujourd'hui, vous voyez que tous ces
ce vocabulaire-là, vous ne le maîtrisez pas ou vous ne savez pas au moins ce qu'il y a comme signification derrière, c'est peut-être que vous avez aussi un effort d'acculturation à faire à ce niveau-là. Ce sont des vocables finalement relativement communs. Alors, il y a des choses qui sont un peu plus obscures que d'autres, hein, c'est certain. Mais si vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière ces notions, ça peut être vraiment intéressant d'aller les creuser. Et si vous voulez voir où vous en êtes sur le numérique, si on va dire vous en connaissez la moitié, vous n'êtes pas trop mal. Si vous en connaissez toutes, vous êtes très bien. Si vous en connaissez une ou deux, vous savez ce que ça veut dire, hein. Je ne parle pas de maîtriser complètement les notions derrière, parce qu'il y a des notions comme la blockchain qui sont extrêmement complexes et seuls des spécialistes de métier peuvent vraiment bien maîtriser les tenants et les aboutissants de ce qu'il y a derrière. Eh bien, ça fait partie des choses que vous devez commencer à aborder, à maîtriser et à connaître pour bien naviguer dans cet univers numérisé. Je vois une question, effectivement, concrètement, comment trouver la faux? On va y venir un peu après dans la présentation. Voilà. Alors, il y a énormément d'infos, donc évidemment, en 45 minutes de présentation, ça va être un petit peu court pour faire le tour de toutes les notions numériques et je vais vous proposer des solutions pour avancer sur ces sujets-là. Pour vous donner quelques chiffres, si vous voulez, aujourd'hui, le taux de pénétration d'Internet en France, il est autour de 90%. Ça, ce sont des chiffres 2020. En 2021, on a des chiffres un petit peu plus récents. On est à 91% de taux de pénétration dans la population française. Et à peu près un peu plus de 60% de pénétration, 62 ou 63% de pénétration des réseaux sociaux dans la population française. C'est-à-dire des gens qui l'utilisent régulièrement, Internet, et des gens qui utilisent régulièrement les réseaux sociaux dans leur quotidien. Pour vous donner, alors ça je vais passer rapidement, pour vous donner d'autres éléments de culture numérique, alors ça va être un petit peu difficile d'interagir avec le mode webinaire descendant, mais est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez en parler dans le chat éventuellement. Voilà, quel est le point commun entre toutes ces marques? Netflix, Bonduel, Le Bon Coin, Change.org, Netflix. Eh bien, ces marques, ces entreprises, si vous savez, c'est très bien. Si vous ne savez pas, je vais vous donner la réponse tout de suite. On ne va pas faire d'échange, malheureusement, ce n'est pas très propice à ça. Mais voilà, ce sont AWS. AWS, c'est la composante, donc Amazon Web Service, c'est la composante cloud d'Amazon. Toutes ces structures, en fait, toutes ces entreprises n'ont plus de système informatique en propre. Elles ont tout délocalisé dans l'infrastructure informatique cloud d'Amazon. C'est Amazon qui leur fournit leur infrastructure informatique. Netflix n'a plus de serveur pour héberger ses films, par exemple. Tout est hébergé sur le cloud d'Amazon. Amazon, on croit que c'est un vendeur de e-commerce. Le gros de ses profits est généré par les services cloud qu'ils vendent aux entreprises. Donc, même en termes de modèle économique, il faut bien comprendre que ce modèle numérique, il peut paraître assez évident quand on regarde les entreprises. On peut se dire qu'Amazon, c'est quelqu'un finalement qui vend, qui est un commerçant en ligne certes, mais un commerçant. Et en fait, non. Aujourd'hui, son modèle économique, ce n'est pas le e-commerce. Le e-commerce lui a servi à construire une infrastructure informatique énorme. Et son modèle de bénéfice se fait essentiellement sur la vente de services informatiques à d'autres sociétés et sur la publicité également. Donc, on voit que c'est des systèmes qui sont on est dans des modèles qui sont compliqués, qui ne sont pas forcément évidents à appréhender directement et sur lesquels il faut s'informer en permanence pour bien comprendre l'évolution de ces modèles. Alors, la Digital Workplace, qu'est-ce que c'est que ce truc? La Digital Workplace, c'est tout simplement votre environnement de travail quotidien.
Ma Digital Workplace, je l'ai autour de moi sur mon ordinateur. Alors là, vous ne me voyez pas, mais je pourrais vous… non, ça va être un peu fou. J'ai 3 écrans autour de moi. Je suis connecté sur 4 ou 5 applications de messagerie en parallèle. J'ai mon mail qui est ouvert. J'ai plusieurs outils de présentation et de saisie d'informations qui sont ouverts, des outils de veille, etc. Tout ça, c'est en fait ce qui me sert à fonctionner au quotidien dans mon activité. Donc, votre Digital Workplace, c'est votre environnement de travail. Il peut intégrer, par exemple, des outils que vous connaissez très, très bien, comme Office 365, SharePoint, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, mais aussi maintenant tous les nouveaux outils qu'on va avoir vu émerger en 2020, comme Zoom, comme Teams, etc., etc. Donc, cette Digital Workplace, en fait, elle provoque… alors, déjà, il faut bien comprendre comment elle s'organise dans l'environnement de travail. Aujourd'hui, les outils de communication au travail, reste majoritairement le mail, hein, mais plus uniquement. On reste donc à 92% orienté vers la communication par email dans l'entreprise, mais on voit une émergence très très forte depuis déjà quelques années, avec une accélération encore cette année, des outils, ce sont des chiffres 2020, hein, assez récents, qui datent de quelques mois, les outils de messagerie qui ont explosé, alors comme WhatsApp. Alors, WhatsApp, ce n'est pas forcément le meilleur outil pour communiquer en entreprise. En plus, WhatsApp a été un petit peu sujet à polémique ces dernières semaines. Donc, voilà. Mais on va trouver aussi tout ce qui est messagerie de type Teams. Teams est une messagerie de type Slack ou autre messagerie. Google Chat, par exemple, qui remplace Google Meet. Voilà. Les outils collaboratifs aussi sont de plus en plus utilisés. Les appels vidéo, visio et enfin les réseaux sociaux, mine de rien, c'est un outil de communication. Alors, communication intra et extra-entreprise, hein, les réseaux sociaux. Vous avez des réseaux sociaux en plateforme interne et des réseaux sociaux en plateforme externe. Donc, si vous ne maîtrisez pas tous ces canaux de communication, que vous n'êtes pas à l'aise dans leur utilisation, vous allez très vite vous retrouver pénalisé au sein d'une structure. Même quand vous devez collaborer en tant qu'indépendant avec des gens qui ne sont pas forcément dans votre structure, ça va être important de pouvoir maîtriser ces outils quand vous allez travailler à distance avec eux. Alors, ce qu'on voit, c'est que justement, l'email reste très adopté. Ça c'est sûr, mais que dans les jeunes générations, dans le monde du travail, la messagerie tend à remplacer de plus en plus ou à compléter l'email. Malheureusement, on n'a pas de volume d'utilisation des emails par rapport aux messageries, mais il est clair qu'aujourd'hui, pour limiter l'usage des emails, je vois la question de Caroline, donc pour limiter l'usage des emails, de plus en plus, on va faire recourir à des messageries qui vont nous permettre de traiter des flux d'informations différemment, avec une temporalité différente, avec une accessibilité aux messages différents, avec une capacité d'interaction, d'intégration de la visioconférence beaucoup plus facile, de partage de documents plus facile et surtout d'automatisation d'un certain nombre de flux de travail avec des outils qui vont permettre d'automatiser, par exemple, le passage d'un outil de gestion de tâches ou de projet vers un outil de messagerie pour attribuer à des personnes particulières dans un projet des tâches particulières via la messagerie ou partager des informations de veille ou autres. J'essaierai de vous montrer quelques outils que j'utilise moi dans mon quotidien professionnel et que vous avez peut-être déjà utilisé ou que vous serez amené à utiliser dans l'avenir. S'il nous reste un peu de temps, le temps passe très très vite sur ce genre de présentation. Alors, les réseaux sociaux aussi sont de plus en plus utilisés parmi les jeunes générations pour le travail, dans le contexte de travail. On voit que les générations un peu plus seniors ne sont encore pas à un très haut niveau d'adoption sur ces canaux-là. Petite
aussi parenthèse, les outils, donc les réseaux sociaux sont très utilisés dans le cadre professionnel, de plus en plus, et on voit un peu, vous vous retrouverez dans la présentation donc je vous donnerai un lien tout à l'heure pour la télécharger. Vous retrouverez ces statistiques sur l'utilisation des réseaux sociaux en B2B dans le monde du travail. Alors, changement de paradigme en 2020, c'est les espaces de travail physiques sont devenus variables. Voilà, l'espace de travail physique, il est variable. Ça peut être le bureau, la maison, les espaces de coworking, selon les périodes, selon les difficultés de déplacement. Et l'espace de numérique, lui, il est plutôt stable. Il doit être accessible partout, tout le temps et sur tous les dispositifs. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme. Avant, c'était le lieu de travail qui était une constante. Maintenant, c'est l'espace numérique de travail qui devient une constante et un point de référence. Et l'entreprise, du coup, peut être partout. Alors, pas pour toutes les activités, évidemment, quand vous êtes sur des activités de production, etc. Mais quand vous êtes dans des activités de support en particulier, ou vous êtes des activités de commerciaux ou autres, ou marketing, ou voilà, le lieu de travail, finalement, a de moins en moins d'importance. Il peut être variable, tandis que l'espace de travail numérique, lui, il va être plutôt constant. Il va devoir pouvoir être transposé d'une machine à une autre, d'une machine personnelle à une machine professionnelle, etc., etc. D'un smartphone à un ordinateur, à une tablette et compagnie. Alors, les nouveaux défis liés aux espaces de travail, au travail distancié, pardon, c'est de passer de manière fluide d'un espace de travail à l'autre. Donc, comment on va passer de son ordinateur professionnel à son ordinateur personnel. Ça, c'est grâce au cloud, en grande partie. Interagir à distance entre collaborateurs, ça, c'est grâce aux messageries. S'organiser à distance entre collaborateurs, là, on a des outils de gestion de projet, de gestion de tâches collaboratives qui vont nous aider. Partager de manière rapide et fluide des données avec des parties prenantes internes, externes, ça va être soit des réseaux sociaux professionnels, soit de la messagerie, soit de la visio, soit des espaces cloud de stockage de données, type OneDrive, Google Drive, Dropbox, mais aussi SharePoint qui permet de faire ce genre de choses. Et enfin, le gros du travail va être de conserver la confidentialité de l'info. Et c'est ça où on n'est pas forcément les meilleurs parce qu'on va utiliser souvent beaucoup d'outils personnels qui vont être très souples d'utilisation ou des outils professionnels qui vont être beaucoup plus rigides d'utilisation. Donc, le bon compromis n'est pas toujours le plus facile à trouver dans la sécurité et la confidentialité de l'info. Alors, les espaces de travail collaboratifs, peut-être que vous en connaissez certains. On va rentrer un peu plus dans les applications concrètes. Vous avez, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez ces applications-là, si elles vous parlent. Si elles vous parlent, tant mieux. Si vous en maîtrisez certaines, comme Teams, par exemple, ou Slack, c'est encore mieux. Mais Slack, c'est un outil, moi, que j'utilise, par exemple, au quotidien. Alors, Slack, ça va ressembler à quelque chose comme ça. C'est une messagerie. Voilà, une messagerie instantanée avec laquelle je peux dialoguer avec les collaborateurs de mon entreprise, soit directement, soit en regroupant par projet avec des canaux qui vont être séparés et sur lesquels je vais pouvoir rajouter un certain nombre d'automatisation. Donc, en fait, je vais centraliser un certain nombre de tâches, prise de notes, rendez-vous, programmation de visioconférence, etc., etc., à partir de cette application-là, qui va me servir de messagerie, à partir de laquelle je vais transmettre des liens ou des informations à mes autres collaborateurs de manière collective ou individuelle, avec des notifications qui vont exister évidemment sur mon ordinateur, mais aussi sur mon téléphone mobile quand je suis en déplacement, une synchronisation parfaite entre tout ça, et la possibilité de créer des espaces de travail distincts selon les gens avec qui je vais collaborer. C'est-à-dire que j'ai celui de mon entreprise, par exemple, j'ai l'espace de mon entreprise, mais je vais avoir l'espace de projets externes qui ne vont pas se chevaucher, mais qui vont être centralisés sur la même application. Donc, Slack est une application qui vient d'être rachetée par Salesforce, le numéro 1 mondial de la CRM, tellement c'est une application aujourd'hui qui est extrêmement valorisée, qui a pris beaucoup d'importance dans le cadre du confinement. Alors, vous avez aussi Microsoft Teams, qui est l'équivalent chez Microsoft de Slack. Vous avez Google Meet, qui est l'équivalent chez Google, qui est un peu moins puissant, qui fait pas mal orienté visio. MS Teams aussi est pas mal orienté visio. Slack un peu moins. Mais Slack va très bien fonctionner avec Zoom.
et Zoom. Alors, une petite erreur de logo, mais Zoom aussi, qui va être aussi un outil collaboratif dans lequel on va pouvoir travailler en sous-groupe, on va pouvoir créer des sondages internes, partager des documents et prendre le contrôle à distance des ordinateurs. Donc, un outil qui est très puissant à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? On a des solutions pour collecter les données. Vous avez Google Forms, Microsoft Forms, entre autres. Ça va être assez pratique pour aller chercher des données, des infos à l'extérieur quand vous avez besoin d'enregistrer. Par exemple, je vais partager avec vous tout à l'heure probablement un Google Form dans le chat de la conférence, ce qui va vous permettre à vous d'aller récupérer. Alors, je vais le faire tout de suite. Voilà, je vais le mettre dans le chat ici de notre conférence. Et vous allez pouvoir aller, par exemple, récupérer via ce formulaire mon support en remplissant le formulaire, en me laissant vos coordonnées. Comme ça, je pourrais vous envoyer le support à l'issue de la conférence. Mon Microsoft Form qui est l'équivalent chez Google, chez Microsoft. Ça, c'est des outils aussi qu'on est de plus en plus amené à utiliser dans l'environnement quotidien professionnel. Après, vous avez, alors je suis revenu en arrière. Oui, vous avez tout ce qui est gestion de tâches, gestion de projet en groupe aussi. Ça, c'est très, très puissant. C'est ce qui va vous permettre d'organiser du travail de manière collaborative. Tout ce qui est Trello, Planner, Microsoft To Do, etc. Tout ça, ça va être des outils. Il y en existe de nombreux autres, Asana et compagnie. Tous ces outils-là vont être très pratiques pour organiser ses tâches professionnelles. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'avec des méthodes, ça marche encore mieux quand on utilise des méthodologies appropriées pour bien exploiter au mieux ces outils-là. Mais globalement, ces outils vous permettent de travailler en mode collaboratif, d'assigner des tâches à des collaborateurs, d'avoir un suivi de projet avec des deadlines, d'aller chercher, en fait, même si vous n'êtes pas très habitué au suivi de projet, par exemple, pour une suivi de recherche d'emploi, Trello peut être très, très utile pour suivre dans la longitudinalité les outils les tâches que vous effectuez. C'est un système de cartes à déplacer. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Voilà. Un board Trello. Ça va ressembler à ce genre de choses. Alors, je vais vous montrer ça. Si je l'ai activé, non, évidemment. J'en ai pas d'activé. Trello. Hop. Voilà. Un board Trello, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est un tableau avec des cartes que vous pouvez déplacer dans différentes colonnes, voilà, avec différents modes de visualisation. C'est assez puissant. Vous pouvez vous en servir comme tableau de bord pour piloter vos activités. Et c'est un outil qui est extrêmement pratique à utiliser. Alors, après, vous avez quelqu'un me demandait comment comment on intègre la culture numérique. Eh bien, la veille est un bon outil pour intégrer la culture numérique dans son univers professionnel. Vous pouvez utiliser des applications pour faire de la veille comme InnoReader, Feedly, NetVibes qui vont vous permettre de suivre des sources d'informations, de rapatrier des informations et de filtrer des informations pour garder l'essentiel de l'actualité. Ce sont des outils qui sont aussi très utiles au quotidien. Moi, c'est des outils dont je me sers absolument tous les jours. Alors, petite question, à quoi servent ces services? IFTTT, Power Automate de Microsoft ou Zapier, ce sont des outils d'automatisation. Et ça, en complément des outils que je vous ai présentés précédemment, c'est des choses qui vont être très pratiques pour mettre en place un espace digital de travail efficace. Ça permet d'interconnecter les applications pour fluidifier vos flux de travail professionnels. Donc, interconnecter des applications qui ne travaillent pas ensemble. Par exemple, mon outil de veille et Slack ne travaillent pas de base ensemble. Mais quand j'utilise, par exemple, IFTTT ou Zapier, je peux connecter les deux ensemble.
et très bien renvoyer des informations qui viennent de ma veille directement dans des canaux à des canaux de discussion spécifiques selon les projets sur lesquels je travaille. C'est extrêmement pratique, ça fait gagner du temps, ça évite pas mal de copier-coller inutiles, ça permet de passer des infos d'un outil à un autre. C'est super puissant comme outil. Donc, je vous conseille d'utiliser ces services ou au moins de vous renseigner sur ces services-là qui sont très précieux au quotidien. Voilà, on peut connecter plus de 300-400 applications sur IFTTT, par exemple. Alors, aussi bien dans l'univers professionnel que personnel, d'ailleurs, hein. Entre autres, vous pouvez faire fonctionner votre maison connectée, votre domotique aussi avec ces outils-là. Voilà, objets connectés, fonctions du mobile, applications professionnelles, réseaux sociaux. Voilà. Alors maintenant, la question, c'est comment j'avance? Comment j'avance pour me familiariser avec cet univers digital et avec cette digital workplace? Déjà, est-ce que ça dépend de votre niveau, du niveau que vous ressentez? Si je vous ai présenté, si tout ce que je vous ai présenté depuis le début, vous vous dites, ouais, je connais déjà, ça va, je gère, je connais, j'ai déjà utilisé ou j'utilise pas encore, mais je pourrais me former tout seul, ça va, vous êtes déjà bien. Si vous vous posez des questions, que vous avez compris que la moitié de ce que je vous ai raconté ou un quart de ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, là, par contre, il va falloir faire quelque chose. Et comment je peux avancer? Avec l'UTC, on a construit un programme de formation éligible CPF et qui prépare à la certification DIGIT, donc une certification qui reconnaît votre niveau de maîtrise des outils digitaux et de la culture digitale, qui vous permet en fait en 6 modules de mieux comprendre cet univers numérique. Je vous présente rapidement en quoi ça consiste. Alors, les objectifs, c'est de renforcer votre attractivité professionnelle et puis aussi de vous rendre plus confortable, dans l'utilisation dans l'utilisation des outils numériques au quotidien. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est 6 séances. 6 séances, donc, présentation théorique et mise en pratique. À qui ça s'adresse? À toute la population cadre, agent de maîtrise, consultant indépendant, cadre en transition professionnelle, porteurs de projets de création d'entreprise, voilà, qui veulent mieux maîtriser cet univers numérique de travail et être plus performants au quotidien. Les sujets qu'on adresse, alors je vais passer rapidement cette slide-là et je vais me concentrer plus sur les modules. Premier module, on va parler de culture numérique. On va parler de tout ce que j'ai traité au début, donc CRM, blockchain, cloud. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces termes-là? Qu'est-ce que ça cache comme réalité? Quels sont les enjeux stratégiques qu'il y a derrière ces notions aujourd'hui? Voilà, un module de culture numérique, vraiment, sur lequel aussi on va aborder les fondamentaux du web, comment fonctionne le web de manière générale, et aussi une réflexion autour de tout ce qui est équipement informatique, parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement dans les sessions de formation et qu'on a intégrées dans le parcours. Voilà. Un deuxième module qui est sur la gestion de l'information, où trouver de l'information, comment la récupérer, comment aller la chercher de manière efficace en maîtrisant les moteurs de recherche, entre autres, et en comprenant comment ils fonctionnent et en utilisant les outils de recherche avancés, créer des veilles professionnelles sur des sujets spécifiques et comment trier et organiser l'information une fois qu'on l'a récupérée. Troisième module, c'est la gestion des données, gestion des tâches, gestion des mails, création de contenu aussi. Ça, c'est très utile. On s'aperçoit qu'il est de plus en plus nécessaire de savoir
créer des contenus visuels forts pour pouvoir en fait animer des sessions de présentation, des sessions d'échange à travers à travers des écrans, entre autres. Hein, on est de plus en plus amené, on va de plus en plus être amené à échanger à travers des outils de visioconférence. Aujourd'hui, dans la visioconférence, on est encore assez loin d'avoir optimisé nos modes de travail, tant au niveau créatif qu'au niveau, au niveau de l'interactivité. Donc, l'idée, c'est aussi de savoir créer les supports qui vont être adaptés au numérique et adaptés aussi aux nouvelles manières de travailler, des populations un peu plus jeunes, hein, des générations YZ, entre autres, voilà, pour pouvoir communiquer avec eux plus facilement. Quatrième module, on est sur de l'organisation, de la gestion de projet collaboratif. Alors, on voit des choses qui sont assez simples, hein, on ne rentre pas dans le détail. Moi, on ne fait pas des formations sur les méthodologies de gestion de projet avancées, mais on va plutôt vous présenter des outils qui vont vous aider dans votre quotidien professionnel. Des outils qui sont accessibles. La plupart des outils qui sont présentés sont des outils freemium que vous pouvez utiliser en grande partie gratuitement. Voilà. Donc, comment fonctionner en termes de collaboration, comment se passer des documents de manière fluide d'un système à l'autre. Voilà, toutes les fonctions collaboratives qui sont de plus en plus présentes sur toutes les suites bureautiques et qu'on ne connaît pas forcément. Module 5, c'est personal branding et visibilité en ligne. On y parle surtout de LinkedIn. Voilà, donc une journée complète sur LinkedIn et sur la visibilité en ligne. Et enfin, module 6, une journée sur tout ce qui est sécurité informatique, risque informatique, bonnes pratiques pour éviter les risques, solutions techniques pour éviter les risques aussi, et surtout, en fait, tout ce qui est comprendre un petit peu cet environnement au niveau sécurité de l'information et bonnes pratiques et éviter les pièges en fait, auxquels on est soumis absolument tous les jours, parfois qui sont suramplifiés dans les médias ou dans certains canaux d'information qu'on peut entendre. En fait, faire un point sur l'état réel des menaces, les menaces dont on entend parler mais qui ne sont pas forcément avérées au quotidien, et celles dont on n'entend pas parler mais sur lesquelles il faudrait être beaucoup plus vigilant. Voilà un petit peu le tour de cette boîte à outils. Alors, je vais m'arrêter là pour cette session de présentation. J'aurais pu vous parler encore des heures et des heures. Hein. J'en ai pour plusieurs jours de contenu à partager avec vous. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail sur cette session. Je vais traiter un petit peu les questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres pendant qu'on y est. Vous trouvez mes coordonnées à cet endroit-là. Vous pourrez éventuellement, si vous avez des questions plus spécifiques, je vais organiser des sessions de questions-réponses de 45 minutes à peu près à partir de la semaine prochaine. Donc, j'ai un système de réservation en ligne qui vous permet de réserver en fait ces sessions de questions-réponses. Donc, si vous voulez venir échanger avec moi sur une question particulière, n'hésitez pas. Ce sont des sessions individuelles et ce sont des sessions évidemment gratuites. Voilà, donc j'ai dégagé des espaces dans mon emploi du temps exprès pour ça. Et un rendez-vous à partir de 15 h pour un espace 4 pour un atelier sur LinkedIn. 2 ateliers d'ailleurs consécutifs sur LinkedIn. Alors, je vais prendre un peu les questions, je vais regarder tout ça. Alors, j'ai plusieurs questions. Donc, où sont stockées les données Slack, par exemple, et comment conserver la confidentialité? Alors, Slack, normalement, c'est stocké sur les serveurs de Slack. Vous avez un contrat de licence avec Slack pour normalement garantir la sécurité de vos données. Slack est probablement hébergé. Alors, je ne sais pas quelle est leur politique d'hébergement de serveurs, de données. Est-ce que leurs données sont hébergées sur des serveurs en Europe ou aux États-Unis? Plus probablement aux États-Unis.
Ce qui veut dire qu'en fait, ils doivent donner quelques garanties en termes de gestion du RGPD pour tout ce qui est données personnelles. Après, il n'y a pas de garantie absolue de sécurité d'hébergement des données. Si vous utilisez des outils numériques vous voulez utiliser des outils numériques simples et faciles et ergonomiques, malheureusement, et pas trop chers, malheureusement, il n'y a guère que les outils anglo-saxons et de quelques sociétés australiennes ou hors France en tout cas, qui donnent complètement satisfaction. Après, si vous tapez dans les outils français, soit ça va être hors de prix, soit ça va être horrible à utiliser. Malheureusement, aujourd'hui, on a un gros retard sur la qualité professionnelle. Soit ce sera utilisé par personne d'autre et vous n'aurez pas beaucoup de possibilités d'interpérer vos outils avec d'autres utilisateurs, surtout si vous voulez travailler avec des collaborateurs externes. Il y a toujours des solutions qui sont très sécurisées. Le problème, c'est que plus on a de sécurité, moins on a de souplesse d'utilisation. Donc, c'est un compromis à avoir. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà. Ensuite, j'avais une question qui était, je vais remettre les questions sur l'avant. Pour être dans le train, existe-t-il tout d'abord un glossaire des expressions numériques pour intégrer le vocabulaire numérique? Alors, c'est principalement ce qu'on traite dans la formation boîte à outils du cadre numérique. On traite de l'aspect vocabulaire dans la journée culture numérique, justement, pour un peu voir ce qu'il y a derrière toutes ces expressions un peu galvaudées, un peu utilisées à droite à gauche. Voilà. Donc, il n'y a pas de glossaire à proprement parler. Il faut faire un travail Alors, il existe des sites qui donnent des définitions pour différents termes. Mais si vous voulez tout réunir en un seul endroit, il n'y a pas forcément un seul site de référence qui va vous donner tout le vocabulaire du numérique. Après, vous avez des différents dictionnaires en ligne. En général, quand vous tapez un terme, c'est ceux qui apparaissent en premier dans les résultats de recherche qui vont vous donner des compléments sur certaines notions. Mais de toute façon, toutes ne sont pas forcément utiles au quotidien. L'idée, c'est de vous proposer aussi un tri dans les notions que vous serez le plus à même de rencontrer. Voilà pour la question d'Evelyne. Pour la question de Basma, comment intégrer la culture numérique dans notre quotidien et dans le monde pro? Alors, la culture numérique dans le quotidien et dans le monde pro, il y a s'informer, s'informer et s'informer. Je ne vois pas tellement d'autres moyens de le faire. Avoir de l'ouverture d'esprit et se former aussi un petit peu, mais s'informer. Donc, suivre l'actualité du numérique. Alors, vous avez des choses qui sont parfois assez techniques. Vous en avez d'autres. Vous avez des podcasts. Je ne sais pas si vous êtes consommateur de podcasts, mais ça, c'est un bon outil pour oui, d'accord. C'est un bon outil pour s'informer sur des sujets de manière assez approfondie. Donc, moi, je vous recommande un podcast que je suis en ce moment, par exemple. Je vais essayer de retrouver le nom du podcast. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup sur voilà. Un truc qui s'appelle Tech Café, que vous allez retrouver sur Google ou sur Android ou sur iPhone et qui est pas mal du tout pour aller suivre ces sujets-là. Concrètement, comment où trouver de l'info? Pareil, si vous voulez vous suivre pas mal d'infos sur tout ce qui est numérique dans l'entreprise, vous avez le blog du modérateur qui est en fait un des meilleurs sites sur le sujet. Vous en avez 2-3 qui sont excellents. Vous avez Siècle Digital qui vous donne pas mal d'infos. Vous avez le blog du modérateur qui, je pense, est le plus approprié pour quelqu'un qui est un peu technophile ou quelqu'un qui ne l'est pas trop. En fait, ça va être adapté à peu près à tous les niveaux de maîtrise du numérique. Le blog modérateur est vraiment la source de référence. Ils sont très bien informés. Ils font un très bon boulot de vulgarisation. Donc, si vous devez en garder qu'un seul, c'est le blog du modérateur. Après, vous avez Presse Citron aussi, qui est pas mal, qui est un peu plus orienté grand public. Avec Siècle Digital, ces trois-là, déjà, vous avez déjà. Et le Monde Pixel aussi, les pages du Monde dédiées au numérique sont pas mal fichues.
Avec ces 4 sources-là, vous êtes bien. Si vous en gardez qu'une seule, le blog du modérateur, vous allez voir régulièrement le site ou encore mieux, vous vous abonnez à leur newsletter. Vous aurez en fait chaque semaine un concentré des actus importantes dans le domaine de la technologie. Voilà. Si vous êtes plus orienté start-up et entreprise, vous avez une source après qui s'appelle Madines, qui est pas mal aussi, qui traite beaucoup de digital. Et après, si vous êtes plus com, marketing, vous avez aussi l'ADN qui est pas mal. Voilà. Ce sont des sources qui vont vous permettre d'avoir un bon suivi. Avec ces 4 ou 5 sources-là, vous permettent d'avoir un bon suivi de cette actualité et de cette info du numérique et des grandes tendances dans ce domaine-là. Mais encore, si vous n'en retenez qu'un seul, le blog du modérateur, c'est vraiment le meilleur. Sachant que les emails polluent énormément, comment faire évoluer les communications? Effectivement, réduire nos pratiques d'email, ce serait pas mal. Hein. Donc, une première chose à faire, c'est d'envoyer moins de mails, de prioriser l'information. Et de l'envoyer à moins de monde. Une autre chose, c'est d'utiliser des messageries type Slack, Teams, etc., qui sont elles aussi sans doute un peu plus efficaces en termes d'échanges interpersonnels. Une autre chose, c'est d'appliquer des méthodologies de gestion de mail. Par exemple, vous avez des méthodologies comme la méthodologie GTD, Get Things Done, qui permet en fait de bien gérer ses mails et d'être plus efficace sur la gestion des mails. Donc ça peut être aussi pas mal. Est-ce que j'ai le temps de répondre à d'autres questions? On me fait signe que non, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis un peu rebelle. Je vais regarder juste s'il n'y a pas une… Alors, le prix et les durées des formations, vous trouverez ça sur le site de la formation continue de l'UTC. Je ne sais pas si tu peux passer ça, Bernard ou autre. Ce sera dans le support de formation. Si vous remontez les questions, les échanges du chat, je vous remets le lien pour récupérer le support voilà. Et je vais m'arrêter là pour les questions. Les questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail vos infos. Et sinon, vous voyez encore le slide, vous pouvez me contacter ou prendre rendez-vous pour des échanges directs. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous retrouve pour ceux qui seront intéressés sur l'atelier LinkedIn qui aura lieu à 15h.